La croyance qu'un être humain puisse se transformer en loup est très ancienne et présente dans de nombreuses cultures à travers le monde. Notre prochain mystère historique nous transporte dans le monde fascinant des loups-garous. Et pour nous en parler, un expert en littérature fantastique, Brian Perrault, aussi expert en loups-garous. Oui, et président de l'Association des loups-garologues du Québec, dont je suis le seul et unique membre. Comment sont arrivés les loups-garous dans nos légendes québécoises? Bien, c'est bien évident que quand les peuples traversent un océan, quand ils se déplacent d'une contrée à une autre, ils apportent avec eux leurs contes, leurs légendes, leur imaginaire populaire. Alors, c'est ce qui est arrivé au Québec. Quand le Français arrive au Québec, bien, il transporte avec lui son imaginaire, qui est confronté à celui de l'Autochtone, qui est ici de l'Amérindien, qui a aussi son propre imaginaire sur le loup-garou. Les Irlandais arrivent avec d'autres histoires, les Anglais aussi. Donc, à ce moment-là, on se retrouve au Québec avec un genre de melting pot que la religion va récupérer. Mais c'est des histoires qui sont reliées, donc la peur du loup-garou, c'est aussi la peur du loup. Et c'est grandement lié à la peur du loup, et ça, c'est grandement aussi provoqué par une histoire, la bête du Gévaudan, qui était en France à une certaine époque, qui avait terrorisé toute une partie de la France et qui a nourri plusieurs contes et plusieurs légendes. Nous sommes allés, quant à nous, à Saint-Raymond-de-Portneuf, rencontrer un pisteur de loups, un des très rares pisteurs de loups, quelqu'un qui fait ça pour gagner sa vie et qui a comme projet de réhabiliter cet animal qui nous fait si peur. Le loup, c'était le mammifère le plus répandu à l'époque. Et l'histoire du loup est intimement reliée à l'histoire de l'homme. Le mythe du loup, c'est un mythe millénaire qui est riche puis diversifié. Ma passion a débuté, j'avais 12 ans. L'hiver 72, en revenant chez nous vers minuit le soir, j'ai entendu des loups hurler. Et puis, ça m'a figé. La peur a suscité beaucoup de curiosité. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis mis à lire et à dévorer tout ce qu'il y avait. C'est l'avènement du christianisme en Europe qui a sonné le glas du loup. L'Église s'est servie du loup pour entretenir des craintes et des peurs. On a même fait en Europe, à la période du Moyen Âge, l'Inquisition. Les inquisiteurs ont fait des procès de loups pour avoir mangé du monde, pour avoir détruit le bien de l'homme. Et dans la tradition judéo-chrétienne, ce qui ressort le plus, c'est que la nature est l'ennemi de l'homme. Il faut contrôler la nature. Et le symbole le plus puissant de la nature et de la forêt, c'est le loup. Et l'Église a profité de ça. Il y a eu quelques attaques à l'époque, mais on parle d'animaux qui avaient possiblement la rage, ou encore là, des hybrides entre les loups et les coyotes. C'est arrivé que ces bêtes-là, parce qu'un coyote, il fréquente plus les humains un petit peu, donc ils se faisaient apercevoir ceux-là, mais dans le fond, c'était pas des loups, parce que les loups, écoutez, vous allez entendre leur hurlement. Il y a des trappeurs qui ont passé leur vie en forêt sans jamais voir un seul loup. C'est une bête qui est pratiquement invisible et qui fuit l'homme. Fait que du côté des attaques, il y en a eu peut-être quelques-unes, mais depuis un petit peu plus d'un siècle, il n'y a jamais eu aucune attaque qui a été répertoriée, qui a été rapportée. On a eu des périodes de rage au Moyen Âge. Alors, il y a eu des grosses épidémies de rage. Souvent, le loup peut être porteur de la rage. Alors, souvent, la personne se faisait mordre et il y a une période d'incubation de plusieurs semaines. Alors, à l'époque, tu incubais ta maladie et les symptômes de la rage, c'était incroyable. Les gens viennent vraiment enragés, ils viennent à une force incroyable. Tu es obligé de les attacher sur un lit puis tu meurs dans des souffrances atroces. Tu as un délire. Tu es en plein délire, tu as la broue à la bouche. Alors, les religieux qui venaient disaient il est possédé du démon. Pourquoi il est possédé du démon ou que c'est un éventuel loup-garou? Parce qu'il a été mordu par un loup. Mais c'était seulement des épisodes de rage. Alors ça a entretenu des mythes. On parle des années 1800, là. Le gouvernement américain et le gouvernement canadien également donnaient des primes pour abattre les loups. Partout en Amérique du Nord, c'était la chasse inconsidérée. Puis ici, au Québec, on donnait, je crois que c'était 20 $ pour des oreilles de loup. Je pense que le gouvernement a dû se faire passer une coupe d'oreilles de chien à travers le paquet parce qu'il m'avait juste les oreilles, là. Mais c'était la mentalité. On voulait exterminer le loup. C'était un ennemi juré parce que dès l'instant où l'homme s'est mis à faire de l'agriculture et à élever du bétail, ça a été la guerre inconsidérée parce que là, le loup venait piger dans nos choses.
C'est sûr qu'il y a eu le mythe du loup-garou, il y a eu le mythe du loup mangeur d'hommes, violeur de femmes, etc. Où ça a commencé dans la Grèce antique. Alors, c'est Zeus qui a jeté un sort au roi Lycaon. Lycaon a voulu jouer un tour à Zeus. Alors, il a servi de la viande fraîche d'une jeune vierge. Et Zeus s'en est rendu compte. Et Zeus, pour punir Lycaon, l'a transformé en loup. Alors, dans la littérature, le premier mythe du loup-garou qui s'est transformé jusqu'à aujourd'hui, qui a été manipulé entre-temps aussi par Hollywood, date de la Grèce antique. Brian Perrault, vous avez fait une maîtrise sur le loup-garou dans la tradition orale au Québec. D'où ça vous est venu, cette idée-là? Bien, c'était dans mes études où j'étais toujours passionné, mettons, dans la littérature, parce que j'ai étudié en études québécoises, dans ce qui était la part obscure de l'homme, ce qui était la part d'instinct, ce qui était la part animale présente dans chacun de nous. Et c'est ça grandement qui m'a orienté vers la créature, vers le loup-garou. Et j'ai étudié avec les archives de folklore de l'Université Laval, où j'ai épluché au-dessus, je pense, de 300 récits de personnes qui racontaient c'était quoi le loup-garou dans le temps, dans différentes régions. Et à ce moment-là, bien, j'ai réussi à bâtir, je disais, un portrait type du loup-garou au Québec, à savoir qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que les conteurs du 19e siècle en avaient fait aussi. Alors, comme vous êtes maître en la matière, vous pouvez nous dire où il y en a le plus des loups-garous au Québec? Bien, pas dans les villes. Fait que les gens qui vivent dans les villes, c'est correct. Ah, c'est dans les régions. Attention, les régions. Oui, c'est ça, les régions. La créature se tient majoritairement. C'est une créature, on pense souvent des bois, des camps de bûcherons. Ouais. Les conteurs en ont fait une créature de camp de bûcherons. Mais c'est une créature qui se situe dans les villes, dans les campagnes. C'est une créature qui est toujours près de l'homme. Parce que sa première volonté au loup-garou québécois, c'est pas d'attaquer quelqu'un d'autre. C'est pas de faire peur. C'est de se faire remarquer. OK. Donc ça, c'est une des caractéristiques psychologiques différentes du loup-garou québécois. Oui. Le but, c'est de se faire remarquer. Pourquoi? Ben, c'est un peu comme pour demander de l'aide afin que quelqu'un les libère. Ah bon? C'est pour ça. Okay. Est-ce qu'il y a j'aurais aimé parler de libération. On peut libérer un loup-garou? Oui. Comment on fait premièrement, commençons par savoir comment on devient un loup-garou avant de parler de sa libération. Parce que au Québec, alors que dans d'autres mythes français ou américains, c'est toujours la morsure, la transmission par le sang ou quelque chose qui fait en sorte qu'on se transforme, et la lune et tout ça. Ouais. Au Québec, c'est pas ça du tout. Au Québec, on se transforme en loup-garou quand on ne fait pas ses Pâques pendant 7 ans. Oh mon Dieu! C'est lié à la religion? Je vous sens un peu nerveux. C'est ça, c'est lié beaucoup à la religion où l'autorité, l'Église en place, a repris le mythe et l'a refondé autour des principes religieux. Alors, quand on ne fait pas ses Pâques pendant 7 ans, on se transforme en loup-garou, c'est-à-dire qu'on va courir le loup-garou, c'est-à-dire qu'à tous les soirs, pas seulement à la pleine lune, on court dans les bois sous forme de bête. Et évidemment, ça, si on ne fait pas ses Pâques, c'est parce qu'on est un mauvais catholique. Et si on est un mauvais catholique, il faut redevenir un bon catholique. Alors, pour redevenir un bon catholique, il faut se faire libérer. Et pour se faire libérer, il ne faut pas être trop loin des hommes. Il faut être près d'eux. Il faut marcher dans les campagnes, proche sur le bord des routes, être attentif quand ils passent pour effrayer un peu, pas trop menacer, afin que la personne dise « Oh mon Dieu, c'est peut-être un loup-garou ». Mais donc, l'Église catholique s'est carrément servie de la peur que les gens ont du loup? Oui, comme un petit peu partout. Comme ils ont fait un peu en reprenant les mythes un peu partout, puis ils les ont retravaillés autour de choses qui allaient bien dans la religion. Entre autres, oui. Entre autres, oui. Puis la façon de libérer, c'est assez simple. Vous prenez un couteau, une arme blanche, et si vous voyez une bête devant vous, vous avez simplement à lui tirer une goutte de sang à l'endroit où elle a été baptisée, juste ici. Et en lui tirant une goutte de sang, à ce moment-là, cette créature-là redevient un homme devant vous, et là, va vous supplier à genoux de jamais révéler qu'elle s'est transformée en bête, parce que c'est avoué qu'on a été un mauvais catholique et une mauvaise personne. Donc, à ce moment-là, comme les personnes qui ont libéré des gens ont toujours tenu le serment, on ne sait pas qui vraiment s'est transformé en loup-garou. Mais vous, dans les documents que vous avez pu vérifier quand même de ces histoires-là, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué, là, les histoires atroces? Il n'y a jamais une histoire où on dit c'est un tel qui s'est transformé en loup-garou.
sauf une, et on nomme le nom d'un Anglais. C'est tout. Ah bon? Et curieusement... Il n'y a pas de francophones qui sont des loups-garous. Et curieusement, on se transforme pas juste en loup au Québec. On se transforme en cochon, on se transforme en cheval, en chevaux, on se transforme en... Et les femmes, c'est ça qui est intéressant, ce ne sont que des hommes qui se transforment en bêtes, majoritairement en gros chiens noirs aussi. Et les femmes, seulement dans 2 récits que j'ai vus, se transforment en outardes. En outardes? Oui, et là, je ne saurais pas pourquoi, mais dans la tradition populaire, je ne sais pas si c'est un symbole de plus de pureté ou de... je sais pas. Mais vous avez parlé aussi en Europe, parce que l'origine est européenne. Il y a des histoires assez abracadabrantes aussi en Europe de loup-garou. Et évidemment, il y a eu plusieurs procès de loup-garou parce que le loup-garou, ça a été longtemps, c'est encore souvent une maladie mentale. On dit que c'est la lycanthropie, hein, c'est quelqu'un qui pense qu'il se transforme en bête. Il y a eu des procès en France. Mais deux loups-garous qui ont été condamnés pour sorcellerie. Ce sont des humains, donc, qu'on prétendait être des loups-garous. Oui, on les a condamnés à payer pour le mal qu'ils avaient fait. Oui, bien parce qu'évidemment, c'est des créatures qui portaient en eux le mal. Et on ne veut pas, évidemment, que le mal se répande. Attendez, mais ces procès-là ont été dirigés par qui? Par l'Église, toujours? Oui, c'est toujours par l'autorité en place, l'autorité qui a le pouvoir. Et dans le temps, l'autorité qui a le pouvoir, c'est majoritairement l'autorité religieuse. Je vais vous amener sur cette piste-là Oui, on se demandait si ont-ils vraiment existé. Ça, c'est très drôle, parce que c'est deux articles de la Gazette de Québec qui publiaient le 14 juillet 1766. Quand même, ça ne date pas d'hier. On apprend de Saint-Roch, près de Cap-Morasca, qui est devenu Kamouraska, qu'il y a un loup-garou qui court sur les côtes sous la forme d'un mendiant qui, avec le talent de persuader ce qu'il ignore et en promettant ce qu'il ne peut tenir à celui d'obtenir ce qu'il demande. Ça veut dire que c'est une espèce d'homme, un mendiant, qui vous promet des choses puis qui se transforme ensuite en loup-garou. Probablement pour vous surprendre. En tout cas, on a ces deux... Mais donc, c'est pas la nuit qu'ils font leurs mauvaises œuvres? Majoritairement, au Québec, c'est la nuit, pas nécessairement la pleine lune. Et il y a plusieurs phénomènes qui amènent ça aussi. Il y a la transformation directe de l'homme en bête, mais aussi il y a quelque chose de remarquable dans la tradition québécoise, c'est la métempsychose. Ça, c'est-à-dire que vous dormez calmement, paisiblement, et là, tout à coup, votre âme va sortir vers la bouche. Notre âme? Oui, va se matérialiser. Et va se mettre à courir, va se transformer en bête, va se mettre à courir, à galvauder un peu partout, à faire des ravages, à manger des poules ou peu importe. Et quand le jour va se relever, l'âme va se transformer et vous allez la réintégrer par la bouche. Ça, c'est présent aussi dans la mythologie québécoise. C'est pas rassurant de se promener dans les campagnes au Québec? Non, c'est pas rassurant du tout. Dans les villes. Est-ce que vous croyez qu'il y a une longue vie encore pour les loups-garous? Est-ce que vous croyez que ça va encore durer? Parce que le loup-garou, c'est un archétype. C'est dans tous les peuples et dans toutes les cultures. C'est-à-dire c'est quelque chose qui fait partie de notre inconscient collectif aux hommes et c'est la part... L'instinct animal qui est en chacun de nous. Et la peur de redevenir un animal. Cette part de noirceur-là, qui fait en sorte que... Tu sais, on se demande des fois comment ça se fait que quelqu'un a perdu le contrôle alors que c'est un bon père de famille, qui jamais... Mais ça, c'est la bête qui sort. Qui nous envahit. Qui envahit. Tu sais, les sentiments comme la rage, la haine, tu sais, tout ce qui nous transforme en... La nature qui reprend le contrôle. Et c'est grandement lié aussi au loup. Parce que le loup a ces facultés-là. Parce que le loup est dangereux, mais aussi, on l'a apprivoisé. Si vous avez un caniche, c'est un loup. C'est un ancien loup. Un ancien loup. Mais on a apprivoisé les loups, les hommes. Et ça fait aussi partie de ça. OK. Merci beaucoup, mon loup. Merci, Brian Perrault, pour toutes ces précisions qui ne vont pas nécessairement m'aider à mieux dormir ce soir. Je n'étais pas là pour ça. C'est au Moyen Âge que le mythe du loup-garou a connu son âge d'or. Entre 1500 et 1700, près de 100 000 personnes ont été envoyées au bûcher soupçonnées d'être des loups-garous. Si la légende fantastique du loup-garou avait des origines purement médicales, qu'en pensent les scientifiques? Est-ce qu'ils pourraient nous fournir une explication rationnelle quant à la présence du loup-garou dans nos imaginaires collectifs? Monsieur Barrette, pourquoi la science s'intéresserait-elle à un phénomène qui tient plutôt de la légende, du mythe?
Bon, d'abord, il faut dire que dans n'importe quelle légende, il y a, comme celle du loup-garou, il y a quelque chose de mystérieux. Et le mystère, c'est ce qui nourrit la science. Les scientifiques sont les champions chasseurs de mystères. Et on pense, entre autres, à un vieux scientifique de 75 ans qui est excité comme un enfant parce qu'il a les deux mains dans le coffre au trésor des mystères du monde. Alors, le cas du loup-garou, c'est un mystère. On sait que le loup-garou n'existe pas. La première exigence de la science, c'est de démontrer que le fait existe ou non. Dans ce cas-là, on sait que ça n'existe pas. Pourquoi continuer à s'y intéresser? La raison principale, c'est que les légendes sont toujours fondées sur un phénomène réel. Le loup-garou lui-même n'existe pas, mais la légende correspond à quelque chose de réel dans le vécu des gens. Oui. Il y a un phénomène qui est mystérieux pour eux, il y a un phénomène qui leur fait peur. Et pour essayer d'expliquer ce phénomène, on invente une légende. On invente un mythe, on invente un conte. Et ce phénomène-là, c'est un humain qui se transforme en animal, le loup. Oui, la croyance ou la légende, c'est que l'humain se transforme en loup. Donc, si cette légende existe, elle est en relation avec des observations, avec des vécus réels. Ouais. Et l'intérêt pour la science à ce moment-là, c'est deux choses, en fait. C'est de savoir quels sont les vécus réels qui faisaient peur aux gens, qui les ont incités à inventer cette légende pour tenter d'expliquer ces vécus-là. Est-ce qu'il y en aurait? Vous en connaissez? Oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs maladies qui déforment le corps humain de différentes façons. Donc voilà, c'est une déformation du corps humain qui s'apparenterait, qui ferait qu'il s'apparenterait au loup? Bien, des déformations anatomiques ou des déformations au niveau de la peau ou des déformations du comportement qui nous font associer ces déformations avec les comportements ou avec l'aspect physique d'un loup. Donc, à partir de là, on en conclut faussement que l'humain s'est transformé en loup. On est allé rencontrer justement un dermatologue de Québec qui, lui, a travaillé, a étudié, a essayé de guérir des cas de porphyrie. Cette maladie-là, en fait, c'est un ensemble de maladies qu'on appelle les porphyries. Les porphyries qui sont une maladie de synthèse de l'hémoglobine, de synthèse du sang, en fait. Ça touche environ une personne sur 25 000 ici en Amérique du Nord puis en Europe. Ce qui se passe quand les porphyrines s'accumulent au niveau de la peau, on a une sensibilité au soleil. Si on s'expose à la lumière solaire, il va se développer des réactions, par exemple des bulles, des vésicules, et puis ça mène à des cicatrices. Ça mène aussi à la pousse de poils, l'hypertrichose qui est classique dans la légende des loups-garous, par exemple. La porphyrie, M. Barrette, c'est un des phénomènes réels qui nous permettent d'expliquer l'origine de la légende. Oui, d'une certaine façon, c'est un des phénomènes. Comme toutes les légendes, comme on disait, celle du loup-garou essaie d'expliquer des phénomènes qui nous font peur, des phénomènes qui sont tout à fait inexpliqués. Alors, la porphyrie, qui est une maladie génétique de la peau, qui cause des déformations considérables de la peau, des boursouflures, des rougeurs, une hypersensibilité à la lumière. Donc, la personne qui souffre de cette maladie a tendance à sortir la nuit, à pas sortir le jour. Alors, vous voyez comme le loup, comme un animal méchant qui se cache la nuit. Donc, et cette maladie peut mener, à la limite, à des déformations considérables, très, très laides, là, des doigts, oui, comme on a pu voir, des oreilles. Là, ouais. Donc, c'est facile à ce moment-là pour les gens d'associer ces déformations à l'anatomie d'un loup. Et ça donne de la crédibilité, finalement, à la légende. Bien, ça donne de la crédibilité à la légende ou ça permet d'expliquer pourquoi les gens ont voulu inventer cette légende pour essayer d'expliquer. Le phénomène est inexpliqué à l'époque de l'origine de la légende du loup-garou. Pour expliquer le phénomène comme la porphyrie, une maladie comme celle-là, on dit que l'humain s'est transformé en loup pour différentes raisons. Et il y en a d'autres phénomènes? Il y en a d'autres. Il y a plusieurs phénomènes. Une autre maladie de la peau qui est parfois associée à la porphyrie qu'on appelle l'hypertrichose. L'hypertrichose, c'est-à-dire la pousse désordonnée de poils sur les mains, sur le visage et, à la limite, un peu partout sur le corps. Donc là aussi, ça produit un humain qui développe une pilosité qui ressemble à celle d'un animal sauvage. Ah bon? Et on peut assez facilement essayer d'expliquer ce phénomène en disant, bien voilà, la personne s'est transformée en loup. Puis, évidemment, ces deux phénomènes qui déforment considérablement le corps de la personne, ça fait peur. Si la personne, en plus, est rejetée socialement parce qu'on croit que
Bien, on voit qu'elle est qu'elle est malade, qu'elle est différente des quelque chose autres. de surnaturel. Le caractère de cette personne peut changer, la personne peut devenir plus agressive, plus asociale, et là, ça permet d'auto-confirmer la légende. On dit, bien, vous voyez, c'est comme un loup sauvage, il devient de plus en plus sauvage. Donc, la légende se nourrit elle-même à partir de ces phénomènes-là. De faits réels. La rage aussi, c'est pas des loups qui auraient été, qui auraient mordu des humains, et les humains auraient contracté la rage comme ça. C'est ça, la rage nous est transmise par des morsures d'un animal sauvage qui, lui, est porteur du virus. Donc, si l'animal nous mord et qu'on développe les symptômes de la rage, bien, certains de ces symptômes-là ressemblent à des allures et à des comportements d'animal sauvage. On devient constamment assoiffé, à un certain stade de la maladie. La langue est pendante, la mousse qui gicle de la bouche, la personne devient agressive, difficile à contrôler. Je suis presque en train de décrire un loup enragé, là. Ouais. Donc, on a facilement, là aussi, essayé d'expliquer la rage avant qu'on sache absolument d'où ça venait, en disant, bien voilà, c'est encore une fois une personne transformée en loup. De la même façon, dans plusieurs sociétés, on a longtemps pratiqué l'utilisation de plantes hallucinogènes, des champignons hallucinogènes pour permettre aux gens d'entrer en transe. Et à la limite, ces transes-là peuvent être interprétées comme une personne en train de se transformer en animal sauvage. Surtout si la transe est extrême et la personne devient agressive et à la limite s'évanouit ou peut même mourir. Mais là, on se dit, voilà, la personne était possédée. Et puis, du loup-garou. Ou d'un esprit quelconque. Et donc, on a là un phénomène réel, encore une fois, une transe ou des hallucinations qui sont expliquées par la légende du loup-garou. Il y a l'enfant loup aussi, il me semble, vous alliez parler de ça, l'enfant loup, les enfants qui ont été élevés par les loups parce qu'abandonnés en forêt. Oui, les phénomènes d'enfants loups. Alors ça aussi, si on croit à cette légende que des enfants auraient été élevés par des loups, bien là, on voit une association très forte entre des humains et des loups. Et ces enfants qui sont parfois trouvés à l'âge de 8, 10, 12 ans, ils savent pas parler. Savent pas parler. Parfois, ils ont de la difficulté à marcher comme nous, s'alimentent de façon complètement qui a l'air animale ou sauvage, poussent des grognements, sont agressifs. Ça ressemble un peu à un loup. Il faut dire qu'encore là, le phénomène est un mythe. Pour un loup, ça n'existe pas, pour vrai, les enfants sauvages? Les enfants sauvages existent, mais les enfants élevés par des loups, ça n'existe pas. Pour un loup, un jeune enfant, c'est de la viande. Mais Romulus, donc, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Non, Mowgli non plus. Mais ça vient de loin, ça veut dire quand même. Oui. Mais encore là, on a un phénomène réel. Des enfants qui sont mésadaptés, qui ont des problèmes anatomiques, qui ont des problèmes de comportement. Et pour expliquer l'existence de ces enfants, bien, on invente une légende. On dit, bien voilà, ils ont été adoptés par des loups. Ouais. Alors qu'en fait, on sait très bien que le phénomène lui-même est impossible. C'est des enfants qui ont été maltraités en bas âge, qui ont été enfermés, qui ont été isolés des autres humains, à qui on n'a jamais parlé, qu'on a très mal soignés. Et quand on les trouve à l'âge de 7, 8, 10, 12 ans, bien évidemment, ils sont presque sauvages. Il y a l'homme-éléphant aussi. L'homme-éléphant, c'est un autre phénomène. L'homme-éléphant, ça, c'est très différent. C'est une autre maladie génétique qui provoque des malformations considérables du visage, des mains et parfois du reste du corps. Et c'est un phénomène beaucoup plus rare. Je pense pas que ce phénomène pourrait expliquer l'origine de la légende du loup-garou parce que le phénomène est trop rare. Mais c'est un autre phénomène encore là qui est réel où la personne, le corps se transforme, le corps devient hideux, horrible, qui fait peur et devant la peur, on invente. On invente une histoire, une légende. Donc, la science n'a pas fini de chercher à comprendre, à même les faits réels, l'origine des légendes. Ouais. Et il y a un dernier phénomène dont il faut parler, je pense, c'est un phénomène réel aussi. Les viols à répétition, les meurtres à répétition, les enfants qui sont enlevés. Oui. On connaît un certain nombre de cas qu'on a attribués longtemps en Europe au loup-garou. Ah bon? Jusqu'à ce qu'on trouve le coupable, on disait, c'est un loup, c'est une bête féroce, c'est une bête sauvage qui nous est envoyée pour toutes sortes de raisons. Alors, la légende du loup-garou est commode pour expliquer certains phénomènes sociaux aussi. Elle est très, très, très commode. Donc, pour le cas qui nous occupe aujourd'hui, le loup-garou, la légende du loup-garou, selon vous, donc, le verdict en ce qui concerne ce mystère-là, ce n'est pas un mystère. Ben, en fait, si on dit que la légende du loup-garou, c'est qu'un humain se transforme en loup, le phénomène n'existe pas. Donc, il n'y a pas vraiment de mystère à ce niveau-là. Il y a un mystère qui est intéressant pour la science, c'est pourquoi la légende persiste encore aujourd'hui, pourquoi la légende a persisté si longtemps. Et là, c'est des questions qui sont intéressantes pour des sciences comme la psychologie, comme la sociologie. Donc, le phénomène lui-même existe. Le phénomène loup-garou, même si l'animal lui-même n'existe pas. D'accord.